Take two. OK. Pourquoi est-ce que tout ça est important? Parce que, et ça c'est une réponse pratique pour nous comme ministres ou futurs ministres dans l'Église, c'est parce que la philosophie ambiante du monde occidental, et quand on regarde la culture globale, c'est une culture très touchée par le monde occidental. Disney est partout, OK? Alors, la pensée de l'Occident se trouve partout. Donc, c'est vraiment devenu une pensée, ce n'est pas universelle, au moins avec une influence universelle. La pensée ambiante du monde occidental aujourd'hui est très platoniste. La philosophie de Platon est partout. La plus grande exception à ça, c'est l'Église catholique, qui est très aristotélicienne. Donc, est-ce que vous avez noté que parfois, c'est comme si le monde ne comprend pas l'approche catholique, et c'est en partie parce que les bases de la pensée sont très différentes. Donc, c'est pourquoi il faut les clarifier, même pour nous, parce que si nous sommes dans le monde, la pensée platoniste, sans le savoir, et on rencontre la foi catholique, il y aura toujours des points de tension. C'est comme des souliers qui ne fit pas parfaitement. Il y a toujours des points de tension, de friction. Et ça peut rendre la vie de foi plus difficile. Il y a toutes sortes de raisons possibles, mais cette culture, philosophie ambiante, ça fait partie. Et une fois qu'on comprend les différences, et je ne dis pas que Aristote, c'est la solution parfaite, parce que, écoute, il est venu avant Jésus, alors Jésus a apporté quelque chose quand même. Mais ça nous aide, étant donné que l'approche d'Aristote est plus en lien avec l'approche de l'Église catholique, on comprend pourquoi il y a certaines tensions. Et je vais donner des exemples bientôt. Alors, il faut revenir, je vais expliquer l'approche platonicienne en premier lieu. Alors, n'oublions que Platon commence avec Socrate. Alors, Socrate voyait une relation. N'oublions pas, la question c'est quoi l'essentiel de quelque chose? Et Héraclite, dans l'école d'Héraclite, l'idée c'est le mot, le terme est une convention. Alors, il y a le mot, il y a la définition de ce mot, et il y a la chose qui est définie. OK? Alors, quand on lit les dialogues de Platon, Platon, quand il a écrit ses œuvres, il l'a fait sous forme de dialogue. Donc, c'est comme une pièce de théâtre où les personnages interviennent et il va explorer les sujets par la discussion de ces personnages dans les textes. C'est pas comme un livre de présentation, c'est vraiment animé par le dialogue. Et bien sûr, son héros, c'est Socrate. Alors, c'est pourquoi il y a des gens qui disent, comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment ça que Socrate voulait dire? Comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas juste Platon qui met ses mots dans la bouche de Socrate? Peu importe, on pense que si Platon avait une si grande dévotion à Socrate, probablement il ne voulait pas mettre ses idées dans la bouche de Socrate sans penser que c'est vraiment Socrate. Alors, c'est habituellement ça la réponse. Alors, dans l'approche de Socrate-Platon, il y a le mot, il y a les définitions, et puis il y a la chose qui est définie. Donc, l'animal qu'on garde chez nous, qui est notre meilleur ami, qui fait bow wow, c'est comment est-ce qu'on appelle cet animal? Le chien. OK. En anglais, on l'appelle comment? Et
en allemand, le Hund. Et puis en italien, le cane. Et en espagnol, le perro. Et en Ojibwe, le nimouche. Des étiquettes différentes, mais ce qui se réfère à la même réalité. Alors, la chose, c'est l'animal. Les mots peuvent être divers. Comment faire le lien entre le mot puis la chose, si c'est possible d'avoir une diversité de mots? Et ça, c'est juste actuellement. Bien sûr, parfois la définition d'une chose évolue même dans une seule culture. Est-ce qu'on a trouvé que certains mots portent plus qu'une définition, ou parfois on ne veut pas exactement dire la même chose qu'on disait avec le même mot autrefois? Alors, c'est là où il faut préciser. Vous voulez dire quoi par ce mot? La définition est importante. Si vous êtes en discussion avec quelqu'un, puis l'autre ne veut pas bien définir quelque chose, faites attention. Les avocats, quand ils vont développer un contrat, la première page, c'est toutes les définitions, parce qu'ils ne veulent pas que la définition ambiante soit la définition pour ce contrat. Ils veulent préciser tel mot veut dire telle chose. Et le moment où quelqu'un dit, bien, on n'a pas besoin de mettre la définition de ça dans le contrat, méfiez-vous. OK? Alors, les définitions sont très importantes. Les avocats le savent, les philosophes le savent aussi, et les théologiens le savent. Alors, le lien entre le mot puis la définition, ça c'est la relation formelle. Alors, la relation formelle et la relation entre la chose puis la définition, c'est la relation matérielle. Parce que c'est la chose matérielle, c'est la matière. Il y a une relation entre la définition puis la chose. Il y a aussi une relation entre la définition puis le mot, mais c'est une question de formalité. On peut changer chien pour hund. Alors, ça, c'est changeable d'une certaine manière. Ici, bien sûr, l'élément de base, bon, si un jour, 1 million d'années plus tard, l'évolution fait qu'on n'a plus de chiens, bon, on va peut-être changer de définition, mais étant donné qu'on peut avoir des définitions pour des animaux qui n'existent plus, comme les dinosaures, ça montre que la définition a une certaine persistance à travers les années. Relation formelle, relation matière. La forme et la matière. La forme qui est souvent liée à la définition, la matière à la chose définie et le mot qui est une convention, une étiquette. Mais si on veut comprendre c'est quoi les réalités de quelque chose, il faut comprendre la forme et la matière de la chose. Et l'étiquette peut changer. Bon, le danger arrive quand l'étiquette commence à avoir plus d'importance que la forme ou la matière. Ça, c'est une branche de la philosophie qui s'appelle le nominalisme, où on dit la seule chose qu'on peut vraiment connaître, c'est le nom, pas la chose. On va voir ça bientôt, mais ce n'est pas vraiment une sorte de philosophie, c'est la fin de la philosophie. Parce que le moment où on dit qu'on ne peut pas atteindre la vérité, le reste, c'est juste des jeux de mots. OK? Good. Alors, Socrate. Vous utilisez le mot dans le dialogue de Platon qui s'appelle La République, et je vous conseille de lire ça, je vais même le faire obligatoire pour des futurs ministres parce que c'est un texte incontournable de la philosophie. La République.
Parce que ici, on parle des chiens. Bon, c'est quand même difficile d'avoir trop d'arguments sur les chiens. C'est sûr qu'un gros chien puis un chihuahua, c'est pas pareil, mais quand même, il y a un chien-étude qui existe, qui fait la ressemblance, l'unité entre les deux. Mais quand on parle de quelque chose comme la justice, est-ce que la justice existe? Bien, ça n'existe pas comme des chiens existent, mais quand même, s'il y a un manque de justice, on le détecte. Les enfants le détectent. That's not fair. C'est pas juste. Ils ont un sens de la justice qui ne vient pas par les 5 sens, mais quand même, ils détectent la justice. C'est quoi la justice? On a ce mot, justice. On a une réalité. Comment dire telle ou telle affaire est juste? Comment dire que la justice existe dans telle ou telle situation? Ça prend une définition. Voilà la République de Platon, où Socrate parle. C'est un débat sur la justice. C'est quoi la justice? Et bien sûr, la justice, ça touche la politique. Donc, c'était un débat politique de son époque. Et parce que c'est la politique, le pouvoir est en jeu. Donc, c'était un débat beaucoup plus important que c'est quoi un chien. La technique, l'approche, on appelle ça la méthode de Socrate, the Socratic method. On appelle ça, c'est une manière pour un groupe de faire un débat pour atteindre la vérité, avec des principes, des personnes qui s'opposent, mais qui cherchent ensemble à trouver la vérité. C'est un principe tellement important, la structure de nos parlements est faite pour promouvoir ça. Surtout au Canada, le système de Westminster, où il y a le gouvernement puis l'opposition, c'est les deux partis qui s'opposent. Mais l'idée, c'est qu'on cherche l'opposition loyale c'est loyal parce que, oui, c'est une opposition, mais c'est pour aider à atteindre la vérité pour le bien de toute la société. C'est la théorie de ce système. Pour la justice dans les lois, dans le gouvernement. C'est pourquoi le livre La République est un document fondateur de notre société, de notre civilisation. Parce que ça touche la politique, ça touche le gouvernement, mais ça touche les concepts et la manière d'atteindre une définition, arriver à une définition de ces idées. Alors, quand la chose, comme je dis, c'est la justice, comment arriver à cette définition? Le discours, le dialogue, très important. C'est pourquoi, après Vatican II, avec Paul VI, Saint Paul VI, le pape Paul VI, dans l'Église, on cherche toujours à proposer le dialogue. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'un sincère dialogue aide les deux parties à arriver à la vérité. C'est possible d'entrer dans un dialogue avec un but manipulateur, mais ce n'est pas un vrai dialogue. Mais l'idée dans l'Église, on cherche le dialogue avec l'autre afin, oui, de le convaincre de la vérité, mais aussi de découvrir nos erreurs. L'idée, c'est dans le dialogue, il faut qu'on soit ouvert à une transformation personnelle aussi. Dieu entre dans un dialogue avec l'humanité. Oui. Et aussi des points en commun. Des points en commun, on découvre ça. Absolument. Le but, c'est l'unité autour de la vérité et autour d'une conception commune de la vérité, mais toujours avec une ouverture à le peaufinement de cette conception. Voilà le sens de c'est quoi la sagesse. La sagesse, c'est de posséder la vérité, mais donc de posséder l'objet, la chose qui s'appelle vérité, dans le cas ici, vérité, mais de toujours être en mesure de mieux articuler la vérité.
parce qu'on fait ça en dialogue. C'est vrai que les mots ont une valeur relative. Ils existent pour faciliter la communication. Mais il faut qu'on ait la même définition. Donc, c'est toujours une relation de développement. Et quand quelqu'un découvre une nouvelle chose, souvent, on n'a pas les mots pour le décrire. Quelqu'un qui vient au Canada, qui n'a jamais vu la neige, ne savait même pas que ça existe, a besoin d'un nouveau mot. Et quand la personne essaie de téléphoner, un de nos prêtres ici, lui et moi, nous avons fait un plongée dans le lac Ramsey ici à Sudbury. Puis il téléphone à la maison pour dire qu'il a fait ça. Puis elle ne comprenait pas. Mais comment est-ce que vous êtes rendu au milieu du lac? Mais j'ai marché sur la glace. Tu as marché sur l'eau? Comprenait pas. Non, bien sûr, aujourd'hui, avec les films, avec des photos, on peut entrer dans la réalité de l'eau plus facilement. Mais quand même, pour des gens qui n'ont jamais vu ça, ça prend un vocabulaire nouveau. Voilà. Alors, ça, c'est pour Socrate l'importance de la définition de la chose et les mots qui sont des étiquettes. Et j'ai mentionné aussi qu'il y a une école de pensée, les sophistes, qui, leur école de pensée revient régulièrement dans l'histoire. Les sophistes qui, pour eux, c'était les mots qui étaient l'essentiel et les définitions sont importantes, mais une définition est composée de quoi? De mots. Alors, pour eux, ils voient qu'il y a une relation circulaire entre mots et définition, puis ils disaient, bon, on ne peut pas sortir de ça, alors les mots sont simplement une convention. On ne peut pas, surtout s'ils croient que ce n'est pas possible d'entrer en contact avec la réalité derrière le mot. Alors, les sophistes, à travers les siècles, ça devient les nominalistes. Et les nominalistes veut dire le nom, nom. Le nominaliste, le nom, le mot. Le nom qui est l'étiquette pour la chose, c'est ça l'essentiel. Mais comme j'ai dit, l'école de nominalisme, habituellement, leur pensée, c'est de montrer que leur approche est la seule approche, mais une fois qu'on arrive à ça, toute pensée philosophique arrête. Parce qu'on n'est plus en contact avec une réalité commune, c'est toujours à partir de nos perceptions. Si vous entendez quelqu'un dire, mais ma vérité, ça c'est ta vérité, mais ma vérité c'est telle affaire, ça c'est une approche nominaliste. On ne peut pas avoir deux vérités. Souvent, la réplique c'est, mais on ne peut pas avoir deux vérités. Il n'y a pas ma vérité, ta vérité, juste la vérité. Puis oui, on peut avoir des perceptions différentes de la réalité, de la vérité, mais quand même, il y a juste une vérité. Il y a des personnes qui nient ça ou qui disent que c'est impossible d'arriver à un point de vue commun qui oblige l'intelligence. C'est souvent le signe, ma vérité, ta vérité, c'est le signe d'une pensée nominaliste. Et bien sûr, si on n'a pas ce point de contact autour de la vérité, l'agir qui suit, souvent, c'est la règle de pouvoir. Le plus puissant qui détermine c'est quoi la vérité. OK. Donc, les sophistes, souvent engagés par des familles riches, les familles riches qui étaient souvent dans la vie politique, voulaient que leurs enfants entrent dans la politique, avaient besoin de bien parler, mais avec une parole un peu manipulateur. Donc, ça marchait pour eux. Ils étaient contents de voir ça. Socrate qui dit, ben non, c'est pas logique ça. Et lui vit le martyre. Il est tué pour ça. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de sa mort, il faut lire ça. Je n'ai pas le temps de les décrire, mais il semble que Socrate était quand même un homme capable de piquer un peu. Alors, quand il était accusé,
les gens ne voulaient pas le tuer, alors ils ont accusé quelque chose, puis il y avait la peine de mort, mais lui pouvait proposer une autre peine. Habituellement, la personne choisissait l'exil et le groupe votait sur l'exil parce qu'il ne voulait pas le tuer. Mais il revient avec « Non, 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 au lieu d'être tué, vous devriez me nommer professeur des jeunes, puis me donner une maison et un salaire et tout. » Alors, bien sûr, il ne pouvait pas voter pour ça, alors c'était la peine de mort. OK. Socrate n'est pas un nominaliste, il s'oppose à ça. Donc, on arrive à la philosophie qui cherche à comprendre les relations entre la forme et la matière. Arrive Platon. Parce que si on est uniquement dans les approches de Héraclite et Parménide, tout change, rien change. C'est quoi le juste milieu entre ça? Alors, lui propose une théorie d'une division des éléments de la réalité. C'est l'analogie de la ligne. Quand vous lisez la République, vous allez trouver ça. Alors, lui propose que la réalité peut être divisée en deux éléments et chacun de ces éléments divisé en deux sous-éléments. Donc, littéralement, il parle d'une ligne, il décrit comment c'est divisé. Alors, pour les choses matérielles, il y a les objets, le chien, la chaise, l'arbre, et il y a l'ombre ou la réflexion. X ou CT? Je ne me souviens jamais en français. X. OK, réflexion. Donc, si on se voit dans un miroir, bon, on peut dire ici des images. Je vais remplacer ça par des images. Des ombres. Moi, j'ai vu des vidéos des enfants, jeunes enfants, qui découvrent leur ombre. Puis, ils sont étonnés, donc ils commencent à marcher pour se séparer de leur ombre le suit. Ils commencent à paniquer, commencent à courir, l'ombre le suit. Il faut les aider à comprendre. L'ombre, c'est eux. Ça vient d'eux. Ce n'est pas eux, c'est l'ombre de l'enfant, mais quand même, il y a un lien, une correspondance entre l'enfant puis son ombre. Quand on se regarde dans le miroir, il y a une correspondance. L'image dans le miroir, c'est pas nous, mais quand même, il y a une correspondance entre l'image et nous. Une correspondance assez proche qu'on puisse l'utiliser pour se raser, se maquiller, etc. Donc, il y a les vrais objets, il y a les images, l'ombre, les réflexions, etc. Je me souviens quand ma nièce était très jeune, elle avait un petit livre. Je voyais mon père, avait sa petite enfant sur son genou, puis regarder un livre ensemble des différents animaux. Alors, il y a le chien, le chat, l'oiseau, puis le lion. Et le petit, mon père posait la question, c'est quoi ça? C'est un chien. C'est quoi ça? C'est un chat. Mais ce n'est pas un chat, c'est l'image d'un chat. Mais grâce à cette correspondance, on ne dit pas que c'est l'image. L'enfant ne répond pas, c'est l'image d'un chat. L'enfant dit, c'est un chat. Sachant que le lion ne va pas sortir pour le mordre. Mais quand même, il y a cette correspondance. On peut dire que parmi les images les plus abstraites, le mot est probablement parmi eux. Donc, l'idée, est-ce qu'il y a une correspondance entre le mot chien et l'animal? Oui, mais ça, c'est uniquement une convention. C'est très différent d'une photo d'un chien. Photo d'un chien, on voit que c'est un chien. Il y a une correspondance immédiate.
Alors pour lui, peut-être il y a encore un niveau plus bas. Parmi les images, le mot comme symbole de l'animal n'avait pas beaucoup d'utilité pour ça. Il y a les images, c'est quand même mieux de connaître les objets. Mais ici, c'est toujours des choses dans la nature. N'oublions pas, la philosophie a commencé par l'étude de la nature. Quand on va plus loin, on commence à parler des objets mentaux. Nombre existe ici. Donc, 3 chiens est différent de 3. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une difficulté d'apprentissage, a learning disability. Dans son esprit, dans son cerveau, il avait de la difficulté avec des concepts abstraits. Elle avait toujours besoin de lier le concept avec un objet. Donc, elle pouvait compter 3 chiens plus 3 chiens fait 6 chiens, mais elle avait beaucoup de misère à comprendre que 3 plus 3 fait 6. Dans son intelligence, sa manière de penser, elle était beaucoup plus liée aux objets que d'avoir cette capacité d'abstraction. L'abstraction fait qu'on peut sortir de 3 choses à 3. Les animaux, il y a des animaux qui peuvent compter, mais ils comptent des objets. On n'a jamais trouvé un animal capable de faire des calculs à partir des chiffres. Oui, ils sont capables de naviguer quand ils bougent. C'est une sorte de calcul interne, mais calcul explicite avec des chiffres, on n'a jamais vu ça. C'est toujours à partir des objets. Donc, les nombres, les concepts, les objets mathématiques. On voit l'influence de Pythagore. Comment les cordes de la harpe qui ont un chiffre associé se correspondent à des objets, les objets de la musique, les notes. Et le niveau le plus élevé, c'est les concepts qu'ils appelaient les idées ou les formes. C'est là le monde des définitions. Les définitions, c'est la manière de décrire un objet de la pensée pure. Alors, ici, c'est le monde des idées et les définitions qui existent pour nous aider à comprendre cette réalité dans l'abstrait. La définition d'un chien vaut pour tous les chiens. Peu importe la multiplicité des chiens devant nous, la définition est pareille, si ce sont tous vraiment des chiens. Donc, il y a une nature universelle aux définitions. La sagesse se trouve, pour Platon, dans la compréhension de ce niveau de la réalité. De comprendre l'essence des choses en ayant des définitions exactes. Et la personne qui possède ces définitions, s'ils correspondent vraiment à la réalité qu'ils décrivent, cette personne possède la sagesse. Et parmi ces idées, il y a une hiérarchie. Et les idées les plus importantes, on appelle ça les idées transcendantales ou les transcendantaux. Les idées transcendantes. Donc, qui transcendent tout, qui sont au sommet de tout. Quelles sont ces idées? La vérité, le bien, l'être et la justice. Pas la justice, excuse. Souvent, on ajoute à ça la beauté.
je mets ça en parenthèse parce que il y a des gens qui disent que la beauté fait partie du bien au lieu d'être une catégorie à part. Mais peu importe, je l'ai mis là. Allez, vous voyez, épistémologie, philosophie de la nature, éthique, esthétique. Alors, toute la philosophie, la structure même de la philosophie dans nos universités, c'est à partir d'une structure de pensée qui a commencé avec Platon. Si on comprend c'est quoi, pas juste des vérités, mais la vérité. Quelqu'un qui n'est pas sûr que la vérité est même possible, c'est difficile de posséder la sagesse. Posséder la technique, oui, mais la sagesse, c'est quoi le bien? Si on ne s'accorde pas sur c'est quoi le bien, on a des gros problèmes dans la société. Donne un exemple. Est-ce que c'est possible pour une personne de forcer un autre à se marier à lui et que ça soit valide? Mariage forcé, c'est possible. Mais il y a des gens qui disent oui. Pour nous, les catholiques, on dirait non, mais il y a des gens qui disent oui. Si on n'est pas d'accord sur ça, on va avoir de gros problèmes dans la société. C'est quoi l'existence même? Et est-ce qu'on peut avoir le contact avec l'existence? Et bien sûr, la beauté. Si la beauté est seulement dans l'œil qui regarde versus il y a un caractère objectif. Alors, les transcendantaux sont les niveaux les plus élevés. Alors, bien sûr, pour Platon, il y a quand même une certaine priorité. C'est important de connaître les objets du monde autour de nous, mais la vraie sagesse, la vraie science, c'est de connaître les choses plus élevées. Alors, la vie intellectuelle est plus importante que la vie technique. Ce qu'ils appelaient à l'époque l'artistique, parce que l'art, un artisan, est quelqu'un qui fait des choses. Donc, un agriculteur, un ingénieur, quelqu'un qui faisait des souliers, c'est important, mais eux autres existent pour soutenir la vie de ceux qui possèdent suffisamment d'intelligence pour posséder tout ça. Et la personne qui possède tout ça, bien sûr, devrait être à la tête de toute la société. Donc, lui, proposer une société menée par des philosophes. Il était contre la démocratie, parce que pour lui, la démocratie donnait une voix politique à des personnes qui ne comprenaient pas la vraie sagesse. Et pour lui, la démocratie était condamnée à devenir une lutte de pouvoir entre les intérêts privés. Qu'est-ce qu'on voit avec nos démocraties? Quand le système de Westminster ou autre existe pour favoriser un débat, pour arriver à une vision commune de la réalité et un agir commun, la démocratie va bien. Et les élections existent pour éliminer la corruption, où les gens commencent à manipuler le système pour manipuler la loi pour leur propre besoin ou leur propre désir. Ça, c'est la démocratie quand ça fonctionne bien. Quand ça fonctionne mal, c'est sûr, ça devient une lutte de pouvoir, tout devient paralysé parce que les gens ne s'entendent plus, ils ne sont même pas plus capables de dialoguer. Et donc, ça tombe en ruine. C'est exactement ça que Platon disait. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que la démocratie, c'est le meilleur système qu'on a. Bien, comme Churchill disait, c'est le pire système qu'on peut avoir, sauf quand on le compare à tous les autres. It's the worst system of government except for all the rest. C'est vrai. Alors, mais pour Platon, il lui avait une approche quasiment religieuse. Il croyait à la réincarnation. Et pour lui, les âmes, parce que comprendre la justice, saisir c'est quoi 3 au lieu de 3 chiens, c'est dans l'intelligence que ça se fait. C'est pas dans le corps. Et donc, l'intellect, l'âme intellectuelle, est la partie de nous le plus important.
Et lui croyait que l'âme, une fois séparée du corps, vivait dans un monde de ses idées pures. Et que cette âme, parfois, était condamnée à descendre dans un corps et vivre dans un monde des éléments particuliers, différenciés. Mais que quelqu'un qui possède la sagesse dans cette vie peut sortir de ce cycle de réincarnation. Le désir de manger une pomme est remplacé par l'idée pure d'une pomme. Et on possède l'idée pure d'une pomme pour toute l'éternité, et notre âme n'a pas besoin de manger non plus. Alors, on a tout le bien de la possession de la vérité du pomme sans être obligé de la manger. Si vous voyez le film de Matrix. C'est pas une pomme, c'est un steak. Mais regardez la scène dans le film où quelqu'un mange un steak. Et qu'est-ce qu'il dit? Je laisse ça comme ça. Pas de spoilers. Vous avez vu le film, vous comprenez la scène. OK. Alors, il y a une priorité de la forme sur la matière. L'âme, qui est la partie formelle, et le corps, qui est la partie matérielle de l'être humain, il y a quand même une priorité de l'âme sur le corps, dans l'intelligence et dans l'action. Et n'est-il pas vrai que notre capacité de choisir, notre libre arbitre, qu'est-ce que ça nous donne? La possibilité de faire bouger notre corps. Quand on est endormi, le corps peut bouger tout seul. Ce n'est pas dirigé par notre intelligence. Mais quand on est éveillé, on a un contrôle sur le corps. Alors, le principe, c'est l'âme devrait avoir un contrôle sur le corps. Ça développe toute une approche de discipline du corps et le développement de l'esprit, de l'âme, la discipline, la capacité de se priver de quelque chose pour discipliner le corps et aussi de développer une plus grande liberté intérieure. Donc, derrière cette philosophie, il y a une spiritualité intéressante. On comprend pourquoi beaucoup de religions ont adopté le modèle de Platon, incluant le christianisme au début, et même aujourd'hui. Parce que versus Héraclite et Parménide, Héraclite, tout change, donc le mot est simplement une étiquette. Parménide, tout est être, mais ça n'aide pas à mener une vie quotidienne. Il y a un équilibre entre les deux et un appel à développer l'intelligence, pas uniquement la technique ou le développement uniquement du corps, de la vie matérielle autour de nous. La philosophie de Platon, il s'intéresse à des choses comme, c'est quoi la justice? Il propose que c'est mieux de vivre la justice et de souffrir pour la justice que de simplement avoir une vie confortable, mais vivre dans le mensonge. Wow, ça c'est quand même intéressant. Je ne suis pas sûr que si on proposait aux jeunes dans nos écoles secondaires aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez, de vivre dans une vérité inconfortable ou un mensonge confortable? Pas juste les ados, peut-être les adultes aussi. Donc, c'est pourquoi Saint Augustin pensait que Platon était un saint païen. Pour ça. Bien sûr, son idée de la réincarnation, on n'accepte pas ça, mais ça donne une certaine priorité à l'âme, et malheureusement, ça peut dire que le corps versus l'âme, le corps n'est pas aussi digne que ça. S'il y a la réincarnation, la seule chose qui compte, c'est l'âme. Le corps a beaucoup moins de valeur. La personne, l'essentiel de la personne ne se trouve pas dans son corps, se trouve uniquement dans son âme. Ça, c'est une perspective que quand on loue, il y a quelque chose de bon derrière ça. La priorité de cette liberté intérieure, il faut développer la liberté, oui, mais
ça nous ouvre à une possibilité où on nuit, on ne croit pas à la dignité de la personne dans sa réalité corporelle. Et quand on pousse ça trop loin, on arrive à des conclusions que nous connaissons dans notre monde aujourd'hui, mais on regardera ça après la pause. Et maintenant, c'est la vraie pause. OK, 5 minutes pour se lever et bouger les jambes.